Salut, c'est Jason de Fior Gamer. Je suis ici ce soir pour faire une vidéo sur un jeu que je viens de terminer une campagne à 2 joueurs, Le Seigneur des Anneaux, un voyage en terre du milieu de Fantasy Flight Game. C'est un jeu en équipe, en coopération, de style campagne. Donc, il va y avoir 1 à 5 joueurs qui vont chacun choisir un héros, qui vont faire plusieurs missions de suite, chaque mission étant une partie. Je vous dirais que ça varie entre 30 minutes à 1h30 de la partie, dépendamment du temps que vous prenez, dépendamment du nombre de joueurs. Il y en a des plus courts, qui vont être des missions de combat sur des maps plus petites. Il y en a qui ça va être sur des maps, des cartes de monde que vous allez voir tout à l'heure, qui vont être un petit peu plus longues habituellement. Donc c'est ça, les 5 joueurs, 1 à 5 joueurs vont évoluer au fil des missions pour finir par terminer la campagne avec la dernière mission ultime. Tout au long de la campagne, ils vont gagner des nouveaux items, monter de niveau, gagner de nouvelles compétences. Ils vont évoluer. Fait que c'est pas mal ça. Moi, personnellement, je viens de finir une campagne à 2 joueurs. Avec le COVID, c'est bien embêtant de faire des campagnes à plusieurs joueurs. Fait que, avec ma conjointe, on a bien aimé ça. Le jeu joue, c'est important de le dire, avec une application. Il faut télécharger soit sur une tablette, téléphone, ordinateur, peu importe. Ça marche avec les produits Apple, les produits Android, même sur Steam sur l'ordinateur. Fait que, il l'a pas mal sur toutes les plateformes. L'application est en français, anglais, en plusieurs langues. Fait que vous n'aurez pas trop de problèmes à trouver ça. La vidéo que je vais faire ce soir, dans le fond, il va être divisé en plusieurs segments. Le premier segment va être juste pour parler des composants de la boîte. Je vais juste survoler, vous montrer un peu qu'est-ce qu'il y a dans la boîte, qu'est-ce que vous allez y trouver. L'autre partie va survoler les règles du jeu. Je n'irai pas dans les détails pointilleux de chaque règle une après l'autre. Je vais juste essayer de vous dire les règles qui sont essentielles pour comprendre un peu la mécanique du jeu, pour que vous soyez capable de vous donner une idée dans votre tête, c'est quoi le jeu, comment ça se joue, pour voir si c'est un jeu que vous voulez acquérir, parce qu'il est assez dispendieux à acheter, fait que ça fait bien d'avoir sa petite idée avant de se lancer dans ce genre de jeu-là. Puis la dernière partie de vidéo, ça va être juste moi, personnellement, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai pas aimé. Vous donner une petite idée de ce que moi j'en pense. Vous allez voir, j'ai segmenté toute la vidéo. Si vous voulez sauter des parties, tout est identifié dans le bas, là, juste en bas ici. En fait, c'est peut-être plus en bas ici. En tout cas, tout est bien identifié, les segments. Fait que vous pouvez sauter, revenir à un si vous voulez écouter un, peu importe. Ça se fait par magie. Fait que vous allez voir dans la boîte, moi, j'ai fabriqué un foam core insert. Hein? C'est beaux petits diviseurs qu'on peut fabriquer pour ranger les jeux. J'ai mis le lien dans le résumé de vidéo, dans la description. C'est quelqu'un qui a fait le plan sur boardgamegeek.com. C'est un plan qui est super bien fait, là. Il dit tout comment faire les coupes, comment les mesurer, comment les coller. Fait que tout quoi ranger dans chaque compartiment. Tout ce qu'il vous faut, c'est du foam core, hein, les espèces de panneaux de styrofoam avec du papier de chaque barre. Là, il y en a du blanc, du noir. On peut en trouver chez Dollarama, peu importe, à plein d'endroits. Il faut un bon exacto, une règle en métal, de la colle blanche, des petites épingles, un minimum de patience. Puis il y a plein de tutos sur YouTube et compagnie, comment faire ce genre de choses-là. Fait écoutez un petit vidéo explicatif. Ensuite, à regarder le plan, puis en peu de temps, vous allez faire ce genre de diviseur-là. Puis, sérieusement, pour ce genre de jeu-là, en plus, ça permet de sortir le jeu très vite, de le ranger après ça très vite. Fait que c'est vraiment ultra, mais ultra pratique. Fait que, sans plus attendre, on va regarder ce qu'il y a dans la boîte. Fait que, allons-y. On va s'ouvrir ça. Mettre ça de côté. J'ai déjà regardé un peu tout ce qu'il y a dans les boîtes, même les affaires un peu inutiles comme ça. C'est une petite feuille de papier là, qui dit d'arrêter, parce qu'il faut que tu télécharges l'application, soit sur Google Play, Amazon, Steam, App Store et compagnie. Mais bon, parce qu'il dit que tu es obligé de l'avoir. Fait que, mais, j'ai gardé ça. J'ai aussi fait imprimer ces petits résumés-là de règles. Ça se trouve pas mal pour la plupart des jeux sur boardgamegeek.com. Je trouve ça pratique personnellement d'avoir ce genre de petits résumés-là à la main. Comme ça, quand ça fait un bout que tu n'as pas joué au jeu, tu fais qu'à lire ça souvent. Puis ça te permet de sauter dans le jeu assez rapidement. Sinon, sur boardgamegeek.com, j'ai trouvé aussi des fichiers pour se faire imprimer des petits tapis de même que j'ai fait plastifier. Des
c'est là-dessus que tu peux placer ta carte de héros, les compétences préparées, ton deck, tes équipements. Ça permet comme de structurer ta zone de jeu. J'en ai fait imprimer 5, puisque le jeu joue de 1 à 5 joueurs. Fait que c'est assez pratique. Sinon, après ça, on a les livres de règles. Qui ont divisé en deux. Le livret d'apprentissage qui est vraiment les règles de A à Z, comment jouer le jeu. Et le guide de référence qui est vraiment tous les mots-clés avec la définition. Fait que si vous recherchez de quoi vous cherchez, c'est tout l'ensemble dans l'alphabétique. Puis ça dit les règles qui ont rapport avec ça. Ensuite, on a deux panneaux. C'est les plateaux pour les maps de combat. Fait que souvent on les aligne comme ça. Il y a un côté qui est comme plus avec des pierres. On met des décors là-dessus, des murs, des statues, des tables, des tonneaux, toutes sortes de choses. C'est un type de mission. Il y a ce type-là, puis il y a les types sur la map monde aussi. Les types là-dessus sont beaucoup plus rapides, sont souvent plus axés sur le combat aussi. Fait qu'il y a ça. Fait que ça, c'est le petit insert que je vous parlais. Sur le dessus, si j'ai mis les cartes, il n'y avait pas vraiment de place pour les mettre. Là, je les laisse sur le dessus. Il y a 6 héros. Fait que chaque carte est divisée. Il y a les 6 caractéristiques qui vont servir tout au long du jeu. Ensuite, dans la zone en bas, il y a une petite habilité spéciale par héros. Ensuite, on voit qu'il y a comme une grosse feuille, c'est l'inspiration. C'est là qu'on stack notre inspiration qui permet de modifier les jets. La peur, les dégâts, c'est comme un peu les points de vie. De l'autre côté de la carte, il y a également un peu l'histoire du héros, ainsi qu'une suggestion pour débuter, de la classe à prendre et des objets qui suggèrent pour débuter lors des premières parties. Ça fait bien de suivre ça. Ça donne une bonne idée. Fait que pour les miniatures, il y a un petit plateau qui sort comme ça. Je les ai tout peinturés. À la fin de la vidéo, je vais mettre, pour ceux qui sont intéressés, une petite séquence qu'on voit les miniatures en plus gros plan. Comme je vous disais, sont vraiment bien détaillés, là, je trouve, pour le prix global du jeu. J'ai bien aimé les peintures. Fait que je vais vous les remontrer à la fin du vidéo. Ensuite, il y a le petit contenant ici pour les héros, même chose. Ensuite, deux petits trays pour les tokens. Les tokens qui sont tous... oups, là, je m'échappais là. Les tokens qui sont tous réversibles. Hein? Il y a un côté qui est différent de l'autre côté. Il y a des raisons. Je vais vous expliquer plus tard quand je vais survoler un peu les mécaniques de jeu. Là, vous allez voir, c'est super pratique. Puis ça permet qu'il y ait moins de jetons à sortir en même temps. Fait que, tu sais, tout ce qu'il y a comme jetons, principalement qu'on utilise, c'est ces deux petites boîtes-là. C'est bien en masse pour pas mal tout faire. Là. Fait que c'est quand même bien pensé. Ensuite, il y a toutes les cartes ici, dans un rack. Fait que j'ai mis une petite mousse comme pour les maintenir en place, parce qu'il y en a comme pas assez pour tout remplir. Moi, en plus, ils sont plastifiés. Mais tu sais, de la petite mousse de même, ça se trouve quand même facilement n'importe où. T'en coupes un petit bout juste pour les tenir en place. Fait que c'est ça. Les cartes, il y a des cartes un peu pour toutes sortes de choses. Pour la peur, les dégâts, toutes les compétences, tous les équipements ici. J'ai fait des petits ondelles jaunes. Ensuite, dans le fond de la boîte, j'ai mis toutes les tuiles de map. C'est avec ça qu'on construit la carte. Hein, ils s'emboîtent tout un dans l'autre comme ça. Puis ça façonne une grosse carte. Dans le prochain segment, je vais faire un petit exemple avec justement une map générée là, pour vous montrer un peu un tour de jeu à quoi ça peut ressembler. Ça aussi sont toutes réversibles avec deux zones différentes. Ça, c'est encore une fois, permet de sauver beaucoup de choses, d'espace. Il y a les petits tokens ici, que ça, c'est quand il y a les missions sur les cartes de combat ici, comme je vous ai montré tantôt. Fait que, mettons ici, un buisson, ensuite il y a des rochers, on a des petits murs comme ça, il y a des rivières aussi. Fait que ça... super facile à installer. Fait que c'est pas mal ça pour le contenu. Il y a les petites tuiles là qui sont souvent les cases qu'on utilise au départ. Puis ça, c'est pour aller aussi sur la map de combat du brouillard. Puis un genre de gouffre. Ils ont tous des effets différents dans les maps de combat. Fait que ça fait pas mal de survol du contenu. Je vais vous montrer un peu un tour de jeu, ça ressemble à quoi. Fait que je mets ça de côté, je monte une petite map. Puis je vous montre ça. Bon, et voilà, je vous ai monté une petite carte comme d'une partie déjà avancée, avec des monstres, un peu tout ce qui peut se passer, avec deux zones de jeu, comme si c'était une partie à deux joueurs, Aragorn, Legolas d'un côté. Mais avant de plonger là-dedans, je vais vous montrer un petit peu l'application, à quoi qu'elle peut ressembler.
Donc, voici l'application. Je vais faire un petit survol rapide pour vous montrer un peu, grosso modo, de quoi ça a l'air. Ici, on a les règles, un raccourci pour aller voir des règles sur Internet, si jamais on n'a pas les règles sous la main, mais quand on joue, on a le jeu, puis qu'on a les règles version papier. Ici, dans la collection, c'est là que vous allez aller cocher les expansions que vous avez, si vous en avez. Fait que vous faites juste les rajouter, activer pour dire à l'application que vous les avez, parce que avoir des expansions va vous donner des nouveaux types d'ennemis que vous allez pouvoir rencontrer, des nouvelles rencontres. Ça, c'est un peu des événements qui arrivent de façon aléatoire dans les missions, parce que les missions, oui, la trame narrative de fond va toujours être un peu semblable, mais les cartes, les événements vont être générés de façon aléatoire. Fait que ça ne sera pas toujours pareil. Fait que plus vous avez d'expansions, plus vous avez d'ennemis que vous pouvez rencontrer. Fait que l'application va vous mettre des nouveaux ennemis dans votre chemin. Vous allez pouvoir gagner des nouveaux titres, des nouveaux objets. Principalement, il y a cette expansion-là qui est vraiment une grosse boîte, puis il y a les 2 mini-boîtes. Une fois que c'est fait, vous pouvez juste tout simplement vous faire une nouvelle partie. Puis là, ce que je viens... il y a comme 4 campagnes disponibles pour le moment. Il y en a 2 avec la boîte de base, les Os d'Arnor, ainsi qu'à la poursuite de la couronne de Braise. Puis quand vous avez l'autre grosse boîte d'expansion, ça vous débloque la possibilité de 2 autres campagnes. Pour chaque... il y a toujours une campagne gratuite, une campagne qu'on peut acheter qui va être payante pour, je pense, 10 une fois que vous achetez la boîte, vous avez la campagne de la boîte. Puis pour un autre 10 vous pouvez avoir une autre campagne de plus qui rajoute une autre histoire avec un nouveau scénario au complet. Mais comme j'ai lu sur Internet, à ce qui paraît, même rejouer la même campagne, mettons, ne sera pas pareil 2 fois de suite. Fait que ça presse pas tant que ça de débloquer de nouvelles campagnes. Ensuite, vous choisissez la difficulté facile, normale ou difficile. Ici, on va prendre la forme normale. Ensuite, là, ce que je viens de voir, c'est qu'il vous... là, tantôt, j'avais fait un test, j'avais créé cette campagne-là pour faire un petit test. Mais vous voyez, là, la grosse campagne-là, l'application, je viens juste de l'installer sur cet ordinateur-là. Je ne jouais pas sur cet ordinateur-là sur Steam. Puis, en l'installant, j'ai accès quand même à ma campagne. Fait que ça, c'est un gros plus que je viens de découvrir. Les sauvegardes sont sauvegardées sur le cloud de Steam. Fait que même si vous l'installez sur un autre appareil qui a accès à Steam, un autre ordinateur, vous allez pouvoir jouer sur la même campagne. Ça, c'est quand même vraiment cool. Je sais pas comment ça marche après ça. Là. Mais admettons qu'on crée une nouvelle campagne. Ils vont nous demander de choisir les héros. Là, j'ai coché des expansions, fait qu'on a également des héros, des expansions. Hein. Gandalf, compagnie. Mettons, on se fait un petit groupe de 4 héros. Ensuite, vous allez pouvoir choisir l'équipement de départ de vos héros un peu personnalisés. Ça, c'est ensuite une autre compagnie. Ben écoute, Fisher, Gamer, hein, parce que... ça. Ensuite, il va y avoir un petit... Ça, c'est la seule endroit où ça va être narraté de façon audio. Sinon, ben, ça va être en anglais. C'est plate. Ensuite, on fait en route. Et on se retrouve face à la grande carte. Ils font comme nous montrer où c'est qu'on est dans la mission, un petit descriptif, on fait continuer. C'est là qu'on se retrouve autour du feu de camp. C'est là qu'on choisit les classes de chaque personnage. Entre chaque mission, on va pouvoir changer les classes. Puis une fois qu'on garde, qu'on acquiert de nouvelles compétences de ces classes-là, on peut juste changer de classe, puis continuer. Fait que, à chaque fois, entre chaque mission, on revient autour du feu. C'est là qu'on va pouvoir aussi monter le niveau de nos objets. Là, il n'y a pas d'objets, mais il va y avoir des onglets éventuellement pour monter le niveau des objets que vous allez avoir trouvés. Il y a un petit chargement. Je vais juste vous montrer un peu la carte dans l'application à quoi ça ressemble. Là, il va y avoir des descriptions, je vais vous les passer vite. Je ne veux pas non plus trop spoiler, là. Vous n'avez pas besoin de lire ça. Donc on dit qu'on les cache. De toute façon, comme je vous dis, les petits événements sont générés de façon aléatoire. La carte aussi ne sera jamais pareille. Les tuiles ne sont pas placées de la même façon. Tout ça va dépendre aussi du nombre d'expansions que vous avez. Là, je vais les passer assez rapidement. Là, il met ça, je vais tout vous expliquer ça dans le prochain segment. Puis, ça ressemble un peu à ça. Fait que là, il vous dit, maintenant qu'on est rendu à la phase d'action. Puis là, vous faites la phase d'action. Quand vous avez fini votre tour, tous les héros ont joué, vous pesez sur le sablier ici en bas à droite. Puis ça passe à la phase des ennemis. Puis après ça, ça va revenir à la phase des joueurs, etc., etc., etc. Fait que c'est un peu ça. Puis, tu sais, mettons que je veux interagir avec ce jeton-là, je peux cliquer dessus. Puis je vais faire recherche, puis je vais faire mon action. Fait que c'est un peu ça pour tout. Les personnages également, même chose. Fait que vraiment bien fait, non. Puis en haut ici, ça c'est important, il y a la menace.
Là, ici, il y a 64 de menaces au total. On commence à 0. À chaque tour, vous allez générer de la menace, dépendamment du nombre d'ennemis qu'il y a sur du nombre de territoires non explorés, puis de jetons menaces qu'il y a sur la carte, et ainsi du nombre d'héros. Fait que plus vous avez de menaces sur la carte, plus vous en générez, plus il y a de zones non explorées aussi. Puis si vous avez, à chaque, il y a comme des, comment on pourrait dire, des milestones. Là, à 15 de menaces, il va arriver quelque chose de négatif. Après ça, il va en avoir un autre, il va en avoir un autre. Puis si vous arrivez à 64, bien, la mission est tout simplement échouée. Fait que ça vous oblige à toujours avancer, à toujours être efficace dans vos actions. Bon, fait que maintenant qu'on a vu un peu l'application à quoi qu'elle ressemblait, je vais vous montrer un peu un round de jeu, à quoi ça peut ressembler. Puis comme je vous l'ai dit plus tôt au début de la vidéo, je ne rentrerai pas en détail dans les règles. Je vais plus survoler un peu le tout, vous montrer comment un tour de jeu se fait. Ça va vous donner une bonne idée de la chose. Un round se divise en 3 sections. La phase d'action, la phase de l'ombre, la phase de ralliement. Phase d'action, les héros jouent. Les héros jouent. La phase d'ombre, les créatures s'activent sur le board. Et la menace augmente. Parce que plus il y a de créatures, plus il y a de zones inexplorées, plus vous faites des points de menace, plus il y a des événements négatifs, de nouvelles créatures qui vont arriver, toutes sortes d'affaires qui vont se passer, qui ne sont pas très bonnes pour vous. Troisième phase, le ralliement, c'est là qu'on se prépare pour le prochain round. Ça, je vais vous montrer ça aussi. Fait que la phase d'action, c'est pas trop compliqué. On a 2 héros ici. Chaque héros, comme je vous dis, moi, la petite zone de jeu, j'aime bien ça. On met notre fiche là. Chaque héros a son petit deck de cartes. Dans le deck de cartes, il y a les cartes qui sont faites pour la classe que vous avez choisie. Comme là, moi, ici en bas, il est marqué capitaine. Des classes pour le héros et les cartes de base. Fait que vous brassez ce petit paquet de cartes-là. Puis vous préparez toujours la première carte de... Ah, tu vois, j'ai pas préparé le deck. La dit qu'il a déjà utilisé. Fait que la première carte de la classe est déjà préparée. Ça fait en sorte que la classe que vous jouez rajoute vraiment à votre façon de jouer. Fait que ça c'est vraiment plaisant. Là. Ensuite, les équipements qui sont ici. Comme ici, lui, j'ai mis un arc, une cape, l'épée, l'étendard pour Aragorn avec sa tenue de voyage en armure. Puis lui, mettons qu'il a retrouvé des petits objets qu'on peut trouver avec un petit sac. Là, on peut en équiper une par joueur. Ils ont des charges à chaque mission. Comme lui, il y a 2 charges par mission. Puis là, elle permet de se soigner au début dans la phase la phase de ralliement, la 3e phase. Fait que un tour de jeu. Admettons que comme je vous disais, chaque joueur peut s'activer. On peut commencer par Aragorn et Legolas, le tour d'après, ça va pouvoir être l'inverse. Donc, on commence par Aragorn. Les actions possibles, on peut voyager, ce qui veut dire se déplacer sur la carte. On peut attaquer des créatures ou on peut interagir avec des petits jetons ici ou des personnes à qui parler. Voyager, c'est simple. Quand vous décidez de faire, en passant, on fait 2 actions par tour, chaque héros. Voyager étant une action. Quand vous dites je fais une action de voyage, ça permet de se déplacer de 2 cases, jusqu'à 2 cases. Vous pouvez juste vous déplacer d'une case, vous pouvez revenir. Vous pouvez également faire une action, ensuite vous déplacer. Vous pouvez vous déplacer d'une case, faire une action, vous redéplacer de la case qui vous reste. En résumé, quand vous faites l'action voyager, ça vous permet de vous déplacer jusqu'à 2 cases dans votre tour. Ensuite, il y a l'action interagir. Il y a des jetons un peu partout sur la carte. Il y a des jetons observation comme ça, et des jetons comme ça, des jetons de menace. Dans l'application, vous pouvez cliquer sur les jetons dans l'écran. Ça vous permet de voir un petit résumé, c'est quoi. Ça va vous dire, mettons, quelque chose de brillant sort d'un bosquet ou le vent souffle à telle place, une odeur nauséabonde parvient à vos narines, blablabla, blablabla. Puis ça vous permet de faire des interactions avec ça. Fait que ça compte comme une action. Fait que quand vous êtes sur la case, vous pouvez prendre une action pour interagir avec le jeton. Vous allez dans l'application, vous cliquez sur interagir. Ça va vous décrire la chose, donner les choix. Vous cliquez, ça va vous dire un test à faire. Les tests ont toujours rapport avec une des 5 caractéristiques de votre héros. Admettons que je suis ici avec Legolas. Je décide d'interagir avec ça, je clique dans l'application. Dans l'application, ils vont me dire, OK, Legolas, il se passe telle chose. Effectuer un test de sagesse. Ici, je regarde, ma sagesse est à 3. Fait que je révèle 3 cartes. Une fois les 3 cartes révélées, ce qui est important dans les tests comme ça, c'est les petits symboles ici dans le haut de la carte. Fait que je ne sais pas si on peut voir ici, là, je vais essayer de rapprocher ça un petit peu. Là. Je ne sais pas si le focus ne se fait pas partout. En tout cas, il y a des petits soleils, puis des feuilles. Les soleils étant le nombre de succès, les feuilles, c'est des cartes qu'on peut, avec
inspiration qu'on a d'accumuler ici. On peut utiliser une inspiration pour convertir une feuille en succès. Puis les tests mettons, il va être marqué que ça nécessite 2 succès pour être réussi. Dans ce cas-ci, je réussirais parce que j'ai 2 succès. Une feuille, j'ai pas d'inspiration pour en convertir, mais j'ai 2 succès. Parfois, il y a des tests également qui vont, comme ne vous diront pas une limite à atteindre. Ils vont juste marquer combien vous avez de succès, puis ils vont vous dire qu'est-ce qui se passe par la suite. Fait que pour interagir avec les choses, c'est un peu ça qui se passe. Ensuite, les cartes vont aller dans la défausse, puis ils restent là. Puis souvent, le jeton s'en va. Même chose pour les menaces. Admettons que je suis Aragorn, puis je vais aller faire l'affaire. Le pion menace, j'interagis avec. Même chose, ils vont me dire quoi faire, que je vais faire. Parler avec des gens ici, c'est la même chose aussi. C'est que ça va être des actions différentes un peu. Mais c'est toujours un peu dans le même principe de faire des jets d'aptitude. Puis souvent, admettons qu'ils vont vous décrire quelque chose qui a l'air à avoir axé sur la rapidité. Bien, c'est sûr que souvent, ça va avoir rapport avec votre capacité d'agilité. Fait que souvent, il y a toujours moyen de deviner un peu quelle statistique va être utilisée pour le jeu en question. Ça, c'est quand même bien plaisant. Sinon, dans les actions, on peut également attaquer. Comme ici, Aragorn, il y a une épée, c'est au corps à corps, fait qu'il va juste pour attaquer les personnes sur sa case. Legolas, lui, il a un arc avec le petit symbole de flèche ici, fait qu'il peut tirer une case à côté. Donc, attaquer, admettons que je me déplace ici, je peux venir attaquer le spectre. Dans l'application, on va cliquer sur le spectre. Ils vont me dire ses points de vie, son armure magique, peu importe. Ça, je n'entrerai pas dans les détails là-dedans. On déclare l'attaque. Pour faire l'attaque, c'est la même chose. Admettons qu'Aragorn, moi ici, j'ai une épée. Donc, l'épée, dans le coin ici, il y a le symbole de force. Donc, c'est un jet de force que je dois faire pour le faire. J'ai 3 de force. Donc, je tournerai 3 cartes. Je calcule le nombre de succès. Et sur la carte de l'arme, il y a des succès à atteindre pour faire des touches, des dégâts. Fait que, mettons, si tu as 2 succès, tu peux activer un 5 dégâts. Avec un succès, tu peux faire un autre 2 dégâts. Donc, le plus que vous allez faire, c'est pour 3 succès, 7 de dégâts. Les armes vont évoluer avec le temps. Les items aussi, les armures, il y a, comme un petit chiffre dans le bas. Quand vous allez obtenir de la connaissance, c'est comme un peu l'expérience globale du groupe. Ça va comme monter de niveau vos items. Fait que l'épée va évoluer tranquillement, puis elle va devenir de plus en plus forte, plus vous montez les arcs, tout monte de niveau au fil du temps, plus vous réussissez à obtenir de connaissances. Fait que les cartes vont dans la défausse après, une fois qu'on fait des jets, comme je vous ai dit. Si vous ne l'avez pas battu, il reste là. Il va contre-attaquer, s'il peut, s'il est au corps à corps. Il est dans la même case, donc il va contre-attaquer. Son activation va être faite tout de suite pour le tour. On peut le réattaquer. Une fois qu'il est mort, il va donner une inspiration. Là, je ne rentrerai pas dans les détails là-dedans non plus, mais vous voyez un peu le topo pour les combats. Ça ressemble un peu à ça. Sinon, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Il y a des cases ici avec une petite boussole dans le milieu, comme j'ai mis. Ces cases-là sont inexplorées. Dès qu'on se déplace à l'intérieur, c'est comme si la map se révèle tranquillement, plus on avance. On prend ça, puis comme je vous parlais, le jeton se retourne. Hein. D'un côté, la petite boussole pour dire que c'est inexploré, de l'autre côté, c'est la feuille pour l'inspiration. Fait que vous arrivez, vous prenez la feuille, puis vous la mettez sur votre case dédiée à ça, qui vous dit que c'est des jetons que vous pouvez utiliser après ça pour convertir des feuilles en succès. Et là, l'application va vous dire, OK, faites apparaître un spectre à telle case. Ensuite, à telle place, il y a des maisons abandonnées avec telle chose. Vous mettez un jeton d'observation, etc., etc. Il se passe encore des événements. Puis même qu'il peut y avoir des nouvelles tuiles, il peut dire placer telle tuile juste au-dessus ici. La map va continuer de grossir. Là, on ne le voit pas à la caméra, désolé. Là. Mais mettons que la tuile s'en vient, mettons, ici comme ça. Tiens, tout bonnement. Fait que la map va continuer de grossir. Tranquillement, pas vite comme ça. Ensuite, pour les monstres, parfois il y a 2 groupes. Ça, j'ai trouvé ça bien. Il y a 2 groupes, mettons, de spectres pour se reconnaître. Puis on fournit des petits étendards comme ça avec des symboles qu'on place à côté. Puis dans l'application, ça nous permet de savoir que ce groupe-là, c'est ce symbole-là. Lui, il n'y en a pas. Puis il y a même des petits étendards rouges. C'est des versions élites qui sont plus forts. Fait que l'application va tout vous dire quand les placer également. Fait que c'est pas mal ce qui peut se passer dans un tour. La menace augmente, c'est comme une limite de temps. Donc pour une mission, il va y avoir une limite de 120. Fait que vous avez. Si la menace arrive à 120, vous perdez la mission. La plupart des missions ne sont pas des défaites définitives, ça n'arrête pas votre campagne. Il y en a certaines, cependant, que si vous perdez, la campagne est juste perdue. Fait que faut faire attention à cette émission-là particulièrement. Il y a des zones dans les cavernes, ça aussi, je peux en parler un petit peu vite fait. Là. Les cavernes sont toujours dans la noirceur, dans les ténèbres. Fait que quand vous êtes là-dedans, à chaque tour, vous devez faire des jets de peur pour voir si vous obtenez des peurs de plus. Et tant que vous êtes dans les ténèbres. Les dégâts, ça j'aime bien ça. Il y a 2 types de points de vie. Vous avez
vous subissez des dégâts physiques puis des dégâts de peur. Il y a 2 decks, un pour les dégâts physiques, un pour les dégâts de peur. Quand vous obtenez des dégâts, vous prenez les cartes, vous les tournez, puis il y a des effets. C'est pas juste des dégâts. Des fois, ça va être des cartes, juste prenez la carte, mettez-la face cachée, vous avez un dégât. Mais des fois, ça va être des cartes qui restent face visible, comme ici. Gardez cette carte visible. Quand vous faites une reconnaissance, on ne peut plus remettre les cartes sur le dessus du deck. Ça, je vais vous expliquer pourquoi, mais c'est vraiment négatif. Ça, il faut la garder face par en haut tant qu'on ne l'a pas soigné. Des fois, ça donne des gros debuffs. Des fois, ça va être comme elle, c'est juste remettre face cachée. Dans les peurs, il y a les mêmes choses. Chaque héros à proximité retourne face visible une peur. On la met face cachée. Fait que, les dégâts physiques et de peur n'ont pas juste. C'est pas juste des dégâts. Ils vont arriver avec des effets négatifs en plus, ce qui permet de ne pas être capable de prévoir à 100% ce qui va se passer. Fait que, il y a toujours une petite zone grise qui met un petit thrill là, dans toutes les attaques. Dès que tu subis des dégâts, tu as toujours peur de ce qui va se passer. Parce que souvent, ça ne vire pas comme tu l'as prévu. Puis je trouve que c'est bien le fun. Ensuite, la troisième phase, une fois que une fois que tous les héros ont joué, les créatures jouent à la deuxième phase, pardon, la phase d'ombre. Fait que là, les créatures vont souvent aller attaquer le plus proche ou un héros ciblant en question. Il va être marqué à l'écran les dégâts que vous subissez. Vous pouvez vous défendre avec vos armures. Des fois, il y a des habiletés d'armure qui permettent de se défendre. Des fois, il y a des compétences préparées qui permettent de se défendre. Ça, je n'ai pas encore parlé, parce que c'est dans la phase de ralliement qu'on fait des compétences préparées. Je vais vous en parler bientôt. Fait on se défend. On subit les dégâts de peur de ça. Si jamais, sur votre fiche de personnage, il y a des dégâts des peurs, si vous excédez les points marqués, vous devez effectuer un barreau d'honneur. Là, ça se course. Le premier, souvent, il est plus facile. Dès qu'on a un deuxième barreau d'honneur, c'est de plus en plus dur. Dans le fond, barreau d'honneur, c'est qu'ils nous font faire un jet. Ils demandent un nombre de succès. C'est comme un barreau d'honneur. Dans le fond, c'est avant de mourir, c'est un soubresaut. Si on le réussit, notre bonhomme revient, il est correct, il ne meurt pas. On perd tout. Mettons que c'était les dégâts physiques qui nous ont fait faire le barreau d'honneur. On les perd toutes, on soigne tout de tout ça, puis on continue à jouer. Si on le rate, la partie est terminée à la prochaine phase d'ombre. Fait que il nous reste des fois un tour, des fois même pas un tour. À la fin du tour, ça finit puis on perd. Fait que, ça, c'est comme ça. Fait que la phase d'ombre, c'est ça qui se passe. Ensuite, la menace augmente. Il arrive des événements négatifs. Et la phase de ralliement, qui est la dernière phase, c'est on réinitialise le paquet. Fait que dans le fond, dans la phase de ralliement, c'est là que c'est la petite twist intéressante que je trouve. On reprend notre paquet, la défausse, on la brasse. Ensuite, la plupart du temps, ils vont dire à l'écran, ça va être une reconnaissance 2. Aragorn lui permet de faire une carte de plus quand on fait des reconnaissances, fait qu'on fait un 3 cartes. Mettons que je suis Aragorn, je prends une fois que c'est brassé, je vais le brasser, je prends les 3 premières cartes. Je remets mon deck de compétences, je regarde les 3 premières cartes. Dans les 3 cartes, là, c'est là que le texte dans les cartes est important. Vous pouvez préparer une des cartes ici dans la zone préparée. Mettons que je prends elle, qui fait que quand je vais effectuer un test d'esprit, je peux supprimer cette carte de cette zone-là dans ma défausse pour me donner un succès automatique. Ça va être des cartes qui ont des effets comme ça. On en prépare une, puis le reste, les 2 autres cartes, on peut les mettre soit sur le dessus ou en dessous. Donc, si j'avais pigé des succès, pardon, je vais prendre une petite gorge d'eau. Si j'avais pigé des succès, ça permettrait de peut-être me dire « Ah, je vais me placer un succès sur le dessus. » Comme ça, je sais que mon prochain jet de compétences, je vais avoir le succès là assuré. Les autres, je ne saurais pas, mais comme là, je vois que j'ai 2. Mettons que j'ai réussi ces cartes-là. Je prépare, mettons, celle-là qui me permet de faire un coup 2. Ça veut dire, à une prochaine attaque, je peux défausser cette carte-là pour faire des dégâts supplémentaires ou me reposer avec. Puis là, je suis pogné avec ça. Elle n'a pas de symbole, fait que piger cette carte-là durant un jet de compétences, c'est pas bon. Fait que ça me permet de la mettre en dessous. Puis celle-là, une feuille, moi j'ai de l'inspiration, j'ai peur d'avoir des cartes moins bonnes. Je peux décider de la mettre sur le dessus ou même de la mettre en dessous aussi. Si je veux essayer vraiment d'avoir plus de succès, moins de feuilles. Donc j'ai pas d'inspiration. Fait que ça permet de comme gérer un peu ce qui va se passer. Gérer nos succès. Prévoir d'avance. Puis ça nous permet tranquillement pas vite de se préparer des compétences. Il y a 4 cartes possibles à préparer devant soi. Quand mettons qu'on a 4 de préparer, si on veut en préparer une autre, il va falloir en discarter une autre pour la mettre. Fait en résumé, quand on fait des jeux de compétences, tout ce qui nous intéresse, c'est les petits symboles en haut. Mais les cartes préparées, c'est là que le texte des cartes est important. C'est toutes des cartes avec des habiletés différentes qui permettent d'avoir des succès, booster les dégâts, se défendre, se soigner, se déplacer plus vite sur la carte, toutes sortes d'habiletés de même qui vont être super pratiques. Puis situationnelles, c'est surtout ça.
Fait que, il faut essayer de prévoir à chaque fois qu'on fait un ralliement, qu'est-ce qui va se passer, anticiper pour préparer les bonnes compétences pour être prêt à faire face au défi. Fait après un round, on revient à la phase d'action, phase d'ombre, phase de ralliement. Fait que les phases vont rouler comme ça jusqu'à temps que les objectifs vont être terminés. Fait que souvent, dans une mission, on va avoir un objectif principal à faire, qu'on sait, mais avant d'atteindre ça, il va y avoir plein de petits objectifs secondaires qu'il va falloir faire back à back pour terminer la quête, en fait. Bon, fait qu'on en est déjà à la dernière partie, qui est qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé du jeu. Je vais y aller assez rapidement. J'ai plusieurs points à passer. Ce que j'ai aimé principalement, premièrement l'esthétique, hein, Fantasy Flight, on le sait, ils ont quand même la plupart du temps, c'est des jeux de bonne qualité. C'est rare, j'ai tombé sur un jeu que j'étais déçu, tant pour les artworks, comment les cartes sont faites, l'esthétique du texte, etc. A1, j'ai rien à dire là-dessus. Ensuite, c'est un super bon jeu coop. Dans les jeux en équipe, c'est fluide. Là, les règles sont juste assez poussées pour que on ait du plaisir à pouvoir essayer de personnaliser nos personnages, choisir. Les choix des fois sont difficiles à faire. Puis le jeu est comme il roule super bien. Ça se joue bien. Sans trop se casser dans le sens où il faut se casser la tête. Parce que tu as des choix difficiles, puis où il faut que tu penses. Puis en plus, on n'a pas le choix difficile. Là, parce que les campagnes, tu as le choix soit normal, soit difficile. Fait que j'imagine que difficile, ça doit être encore plus complexe. Mais tu sais, en tout cas, je trouve que côté règles, il y en a juste bien, puis c'est parfait. L'application est vraiment bien faite. C'est sûr que vous allez voir dans les points négatifs, là, je vais en parler, là, il y a des petits points négatifs, mais somme toute, ça te permet de tout traquer. Tes cartes que tu débloques pour tes personnages, tes items, tout est là-dedans. Fait que vraiment bien fait. Là. Sinon, après ça, niveau miniature, hein, moi, j'adore tous les jeux qui ont des figurines, j'aime vraiment ça. Encore une fois, dans ce jeu-là, ils sont super bien faits. J'ai vraiment adoré les peindre. Je trouve que le résultat rend bien. Fait que moi, je trouve que les jeux avec des figurines comme ça rajoute un petit niveau de plus là, pour un petit kick de plus que j'aime vraiment bien. Là. Sinon, autre chose que j'aime bien, la création des personnages. Dans le jeu de base, il y a 6 héros, mais il y a plusieurs classes. Puis tu peux te multiclasser. Tu peux commencer d'une classe, débloquer certaines cartes, puis ensuite aller vers une autre classe. Mettons commencer capitaine, après ça aller vers le chasseur, peu importe. Puis chaque carte que tu vas avoir débloquée vont rester dans ton paquet de cartes à toi. Fait que ça te permet comme de faire des mix de classes, d'habilités, des fois que ça crée des combos vraiment intéressants. Puis selon ce que tu as besoin dans le groupe, tu peux aller chercher certaines habilités qui te permettent de. Puis au niveau des items aussi, même chose, les items quand ils montent de niveau, souvent tu as des choix. Fait que ça te permet un peu de personnaliser ton personnage comme toi, tu as le goût de jouer. Parce que chaque mécanique se joue vraiment, vraiment, vraiment différent. Là. Ensuite, j'ai bien aimé aussi que dans l'application, les événements qui arrivent, c'est important de lire ce qui se passe comme il faut. Puis tu es capable de, selon ce qui se passe, deviner quel attribut choisir. Parce que des fois, tu vas avoir une situation qui va arriver. Tu vas avoir 2-3 choix. Là. Mettons, il arrive telle affaire. Soit que tu décides de courir rapidement et d'aller à telle place. Soit que tu décides d'essayer de te fabriquer un abri avec des choses que tu trouves ou des affaires de même. Fait que là, tu sais que aller vite vers une place, ça va sûrement être un test d'agilité. Puis tu es capable de deviner aussi que de construire un abri avec des affaires, c'est peut-être l'ingéniosité qui va être utilisée, mais des fois on se trompe. Mais la plupart du temps, tu es capable de savoir un peu, de faire tes choix en conséquence des attributs que tu es le plus fort. T'sais. Parce que c'est sûr que si ton personnage n'est pas fort en esprit, mais tu vas essayer d'éviter tous les jets le plus possible qui prennent de l'esprit, parce que c'est plutôt difficile dans ce temps-là. Sinon, l'interaction entre les joueurs dans le jeu, un gros plus. Tu peux faire beaucoup de combos entre joueurs. Il y a beaucoup de cartes qui affectent les joueurs dans ta case. Tu peux affecter les joueurs dans l'autre case. Même quand tu élimines les ennemis, ça te donne de l'inspiration, mais tu peux la donner, cette inspiration-là, à un joueur, n'importe quel joueur adjacent. Même si c'est toi qui le tues, tu peux donner l'inspiration à ton allié si tu penses que ça va être plus utile pour lui. Fait qu'il y a beaucoup de petits twists de même qui fait que l'interaction entre les joueurs est comme vraiment bonifiée, mais quand même vraiment beaucoup. Ensuite, un autre point, le matériel bien optimisé. Hein. Je vous ai montré les tokens qui sont réversibles.
sont quasiment toutes de même. Là. Fait que d'un côté, il y en a un, de l'autre côté, il y en a un autre. Fait que ça fait en sorte que ça prend beaucoup moins de place. Hein? La boîte est grosse, mais il n'y a pas tant de stock dedans. Puis ça fait qu'il y a moins de choses sur la table à avoir en même temps. Des fois, on se ramasse avec des jeux, qu'on a plein de choses, puis là, on finit plus de mettre des paquets de cartes, des tokens, des ci, des ça, des piles d'une autre affaire, puis on manque un peu de place. Tandis que dans ce jeu-là, tout est dans peu. Fait que, moi, je trouve que c'est un bon positif. C'est sûr, des fois, c'est le fun d'avoir beaucoup de choses, mais dans ce genre de jeu-là, tu veux sortir une campagne de temps en temps, une quête, puis le ranger, je trouve que c'est vraiment bien pensé. Sinon, j'aime bien le système de dégâts. Hein? Tu as des peurs, des dégâts physiques, que tu flippes des cartes, puis il arrive des effets. C'est pas juste des dégâts purs qui vont sur des points de vie puis qui descendent. Là, il arrive, quand tu prends des dégâts, tu as toujours peur de ce qui peut arriver de pire. Ça, c'est quand même le fun. Sinon aussi, les cartes faiblesses, j'en ai pas parlé, je pense, durant que je présentais les règles. Mais il y a des cartes faiblesses, dans le fond, que tu gagnes dans ton deck, dans ton paquet de cartes. Une fois que c'est là, c'est comme un peu des poids lourds. Quand t'es pige, ça fait rien. C'est comme ton personnage est fatigué ou des affaires de même. Fait que plus l'aventure avance, plus tu as des chances d'avoir de ces cartes-là dans ton paquet. Puis c'est des cartes que quand tu piges, ça fait strictement rien. C'est des cartes mortes. Fait que c'est quand même de quoi qui est plaisant. Sinon, les objets qu'on trouve, ils montent de niveau. Ça, c'est bien. Parce que des fois, quand tu as un objet que tu aimes ça, mais tu sais que tu avances, elle est plus bonne, tu es obligé de la changer, mais tu l'aimais bien. Tandis que là, les objets vont tous monter de niveau tranquillement. Plus tu gagnes de connaissances, plus ils vont gagner. Tu vas avoir des choix à faire, tu vas pouvoir les faire évoluer de différentes façons. Ça, c'est un beau plus. Sinon, j'aime bien dans l'application la menace, hein, qui fait que tu n'as pas le choix d'avancer. La menace qui te pousse, qui dit que la partie finie, tu n'as pas le choix tu peux pas passer des tours à pas faire grand-chose. Tu es obligé d'être efficace dans tes actions. Ça, c'est vraiment bien. Sinon, des petits moins. C'est sûr que l'histoire de la campagne de base, personnellement, je l'ai trouvée plus ou moins prenante. C'était assez basique, selon moi. C'est sûr que là, dans l'application, il y a des campagnes avec la boîte de base. Il y a une autre campagne qu'on peut acheter, je pense, pour 10$. C'est une autre histoire totalement. Je ne sais pas à quoi qu'elle a l'air, mais en tout cas, dans elle, c'est sûr que l'histoire en tant que telle, principale, peut-être qu'elle aurait peut-être un peu mieux. Sinon, j'ai été déçu aussi de la trame sonore de l'application. Parce que moi, quand j'ai acheté le jeu, je me suis dit, ah, ça va être top, je vais mettre l'application, il va y avoir de la musique, puis là, en background, je vais avoir la musique du Seigneur des Anneaux, des thèmes qui reviennent, qu'on connaît tous, la chanson, la pièce de la comté, puis toutes ces affaires-là, mais non. Je pense que c'était à l'autre niveau droit d'auteur, je ne sais pas trop, mais la musique qu'il y a dans l'application, c'est une trame sonore bien standard, qui n'a même pas rapport avec le Seigneur des Anneaux. Ça a quand même été une déception pour moi. Pas de narration aussi dans l'application, un autre point négatif. Il faut toujours que tu lises tout le texte. C'est le genre d'affaires que j'aurais aimé peut-être avoir vraiment des acteurs qui narratent le texte. Puis ça me semble que ça aurait aidé à comme s'imprégner du jeu. Sinon, la quantité d'objets qu'on trouve, je trouve que c'était un peu... Il n'avait pas assez. Mais moi, j'aime ça le loot. J'aime ça trouver des objets. J'aime ça avoir des choix d'objets. Je vais m'équiper avec une hache, une armure, une telle affaire. Puis jouer là-dedans. Mais là, t'en trouves pas tant que ça. Ils montent de niveau, mais la quantité est moindre. Moi, je préfère avoir plus de quantité un peu. Mais ça, c'est peut-être un choix, une idée personnelle. J'aurais aimé peut-être aussi avoir des petites pointes durant la campagne sur des lieux importants qu'on a vu dans la trilogie du Seigneur des Anneaux. Passer proche de Minas Tirith ou des affaires de même. Mais là, il n'y a pas vraiment de lieu connu. En tout cas, la trilogie de films, je suis peut-être inculte, j'ai pas lu les livres. Mais je pense niveau droit d'auteur, c'est peut-être pour ça aussi que la musique, c'est pas la musique non plus des films et compagnie. Sinon, c'est sûr, moi, personnellement, les petites maps de combat, j'ai un peu moins aimé ça, mais il n'y en a pas beaucoup. Dans une campagne de plus de 10, je ne vous dirai pas le nombre exact pour ne pas vous spoiler, là, mais mettons, il y a plus que 10 scénarios dans une campagne. Tu vas peut-être faire 2, 3 maps de combat, peut-être 4. Il y en a moins que les maps montent. Ça fait changement un peu. C'est peut-être pas un point négatif, vraiment. Sinon, qu'est-ce qu'il y a de négatif? Il y a le coût. Hein? C'est sûr que le jeu est quand même dispendieux. La version anglaise, je pense qu'elle est pas loin de 100$ plus taxe. La version française, un peu plus. Dans la boîte, la boîte est grosse, mais elle n'est pas tant remplie. Parce que c'est sûr que je pense que on paye aussi pour l'application, le soutien de ça. Ils font des mises à jour, ils rajoutent toujours des nouvelles campagnes par contre. Mettons que tu achètes l'autre boîte d'expansion, la grosse boîte, ça te redonne une nouvelle campagne. Tout se mélange, ça te donne plein de nouveaux événements aussi qui vont
Il y a des événements aléatoires qui vont se générer dans la map, qu'à chaque fois que tu vas faire la campagne, ça ne sera pas la même séquence, les événements ne seront pas pareils, la map ne sera pas pareille, mais quand tu achètes une expansion, tout se mélange après. Mais puis après ça, cette expansion-là, également dans l'application, tu peux racheter une autre campagne. Tu n'as pas besoin de racheter de boîte. Tu fais un repayer, je pense, 10$, puis tu as une autre campagne. Fait que tu as quand même beaucoup de rejouabilité par la suite. Là. Fait que globalement, je pense que moi j'ai vraiment aimé le jeu. Je vais sûrement rejouer. J'ai hâte d'essayer aussi à plusieurs joueurs, parce qu'il y a des classes à 2 joueurs qui sont moins bonnes. Tu sais, le musicien, c'est comme une classe plus de support. C'est sûr qu'à 2 joueurs, c'est moins efficace que certaines classes. J'ai hâte de voir à plusieurs qu'est-ce que ça dit. Peut-être acheter l'autre campagne de plus, des expansions, je ne sais pas. Mais c'est sûr que je veux réessayer. Je veux voir aussi à quel point quand on rejoue, c'est différent. D'après ce que j'ai lu, tu peux rejouer 3 ou 4 fois la même campagne, puis t'as pas le feeling que c'est pareil. Là. Fait que je pense que c'est un bon jeu. J'ai aimé. Fait que j'approuve. Puis j'espère que ça va vous avoir un peu éclairé sur le jeu. Fait que je vous laisse sur des images des figurines que j'ai peintes pour vous donner un peu l'idée de quoi ça peut avoir l'air une fois peinturé. Puis sur ça, on se voit dans peut-être un prochain vidéo de jeu de société ou de Age of Sigmar. On verra. Hein? À plus!